c'est avec un sentiment fleuri, printanier, que je vous accueille. J'espère que nous allons passer une soirée parfumée. Une soirée qui se vit au niveau de la sève plutôt que de se vivre uniquement au niveau des fleurs qui tombent à l'automne et qui se recyclent dans l'hiver. Bien, alors, il semble que la paix se soit endormie et elle demande à être réveillée. Alors, qu'est-ce que c'est ne pas être en paix? C'est quoi? On va essayer de voir un peu. Qu'est-ce que c'est ne pas être en paix? Être en conflit. Être en conflit. Alors, les conflits entre soi et les autres. Hein, ça va ensemble. Ensuite, qu'est-ce que c'est être en guerre ou être en conflit? C'est quoi? Être tendu. Oui. Tendu, ça veut dire? En colère. En colère, ça veut dire? Tendu, pour vous? La tension dans le corps. Une tension dans le corps. C'est important, ça fait partie des symptômes du thermomètre qu'on va pouvoir utiliser pour vérifier si notre corps est fluide, s'il a une énergie simple ou si je résiste, si je combats, si je ne suis pas naturel. Alors quoi d'autre? Quels sont les autres symptômes? Quand on est en guerre avec soi-même, qu'est-ce qu'on utilise comme méthode, comme outil? Le rejet. 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 Comment? On pense beaucoup. Hein? Donc, il nous faut un prétexte, il nous faut un moyen pour être en guerre, pour être en conflit, c'est la pensée. Ensuite, que pouvons-nous dire au sujet des pensées? Elle nous déporte. Oui, qu'elles nous déportent, des axes. Oui, vas-y. C'est qu'on va râler, on va se plaindre. Oui. Ensuite, que fait-elle cette pensée pour continuer à exister, pour continuer à ce que je l'utilise comme un instrument de paix? Elle va trouver à l'extérieur quelque chose qui vient fonctionner. Un peu plus fort? Elle trouve à l'extérieur quelque chose qui vient fonctionner. Oui, elle trouve l'extériorité qui va confirmer que j'ai tort ou j'ai raison. Cette pensée, on va dire, elle a besoin de l'extérieur et de l'intérieur, mais un combat entre l'extérieur et l'intérieur. Elle ne trouve pas d'assise, de tranquillité. Elle a besoin de trouver des prétextes pour continuer à s'auto-alimenter comme une pensée. Et elle a besoin d'autres pensées, d'autres personnes. Elle a besoin des événements extérieurs de la vie, du temps. Cette pensée se nourrit des émotions. Elle ne se nourrit pas tout à fait des émotions, puisque les émotions sont l'expression de la sève avant qu'elles deviennent une forme, avant que je pense. Donc les émotions arrivent avant la pensée. Néanmoins, certaines pensées me disent que j'ai des émotions, mais ces émotions lues par cette pensée-là créent un immense conflit à l'intérieur de moi. Elles certifient que les émotions que je vis sont véritables. Et ces émotions, la pensée, pour qu'elle continue à penser que j'ai un problème avec mes émotions, il lui faut
il faut des traumatismes. Cette pensée, pour continuer à penser que j'ai un problème avec moi-même et avec les autres et avec mes émotions, cette pensée est alimentée, auto-alimentée par des traumatismes. Elle est engendrée par le passé et elle a besoin d'un faux futur, d'un faux passé et d'un faux futur. Alors on y reviendra plus doucement. Oui, il s'alimente d'une crise permanente. Hein. Ceux qui ont l'habitude parfois de m'entendre, je parle d'un corps émotorsionnel. Émotorsionnel. C'est une activité pensante qui tourne en boucle à l'intérieur d'elle-même et qui a besoin de conflits, qui a besoin de s'imaginer des drames, ou qui a besoin d'utopie, d'angélisme, cette pensée, ce corps émotorsionnel, se référence à lui-même uniquement dans un plan connu. Il ne se référence pas lui-même en termes de nouveauté. Il ne peut pas mesurer ce corps émotionnel et tout motorsionnel. Il ne peut pas regarder dans l'instant ce qui est immédiat. Il ne peut pas voir le corps émotionnel pense. Le corps émotionnel est fait d'irréductible. Je vais y arriver. Mon sandwich qui passe pas bien. Pour le corps émotionnel, c'est un système savant. C'est un système qui connaît beaucoup de choses. C'est un système très efficace, très performant. Donc ne nous leurrons pas sur la nature de nos résistances. Comment je continue à être en conflit avec moi-même. C'est un système qui est très rapide, mais c'est un système qui ne peut s'exprimer que dans le connu, dans ce que je connais et dans ce que je projette. Il a horreur, ce système mental, donc comme un ordinateur, hein, et ça tourne en boucle, vous aurez votre ordinateur, vous avez des milliers d'informations, puis si vous en voulez plus, vous allez sur Internet. Donc c'est un système informatisé où il y a beaucoup d'informations, mais qui concerne votre histoire, qui concerne votre mémoire, qui concerne votre, entre guillemets, votre personnalité. Et ce système n'accède pas à l'immédiateté. Et il n'accède pas à ce qui est irréductible dans l'instant. Ce qui est irréductible à l'instant. Vous êtes tous des Gaulois irréductibles. Ça veut dire que dans cet instant, si je vis dans une qualité d'expérience qui sort de mon schéma émotorsionnel, si je vis une qualité d'expérience qui ne combat pas les pensées, qui ne lutte pas contre les pensées, si je veux contrôler mes pensées, les manipuler, ce système s'auto-alimente et perdurera de lui-même à l'infini. Donc, une petite astuce pour commencer à faire ami-ami avec ses pensées, c'est de pouvoir trouver un moment en nous-mêmes, un instant irréductible, où je peux être présent
de ce que je suis. La sève est présente dans les couleurs, supposons dans le parfum, elle est présente dans la tige, elle est présente dans les feuilles, elle est présente dans les différentes variations, dans toutes ces différences. Cette sève construit, alors dans la nature, elle se construit ses racines, elle fabrique la forme, tous les systèmes d'irrigation, de nourriture, elle se fabrique la photosynthèse pour être nourrie avec le soleil et avec la terre. Lorsque je commence à ne plus réagir contre les pensées, je ne devrais pas penser ceci, je regrette de penser cela, et pourquoi je pense tout le temps. Pendant que je réfléchis de cette façon-là, ça paraît très logique. Mais en réalité, quand je pense comme ça, la feuille est en train de tomber par terre. Ma pensée est déjà en train de tomber. Mais je ne perçois pas, je crois que c'est vrai. Je ne vois pas la discontinuité entre ma conscience et la pensée. Je donne une fausse continuité. Ce qui est irréductible, c'est d'avoir cette qualité de sève, prenant conscience d'être elle-même, son auto-transformation à travers les différentes couches, à travers les différentes formes, à travers les différentes couleurs, pour apparaître, pour savoir qu'elle est la sève partout. Donc la conscience est consciente d'elle-même partout. Elle veille en elle-même partout. Lorsque je ne combats plus contre mes pensées, lorsque j'aime penser, il y a un moment, il va falloir découvrir que l'on peut aimer penser. Mais pour ça, il y a tout un travail à faire pour redevenir cette sève. Si vous ne considérez pas la sève, vous serez identifié à cette partie-là, ce pétale-là, ceci. Mais vous n'irez pas au centre de vous-même. Vous dormirez à l'intérieur de vous et votre vie sera un cauchemar. Vous ferez des rêves tous les jours, de conflits, de batailles insensées, mais il n'y aura pas le sentiment que la paix vraiment dort à l'intérieur de vous. Et c'est vous qui devez la réveiller. Et c'est là toute l'activité de notre sensibilité humaine, de porter notre attention sur cette qualité profonde cette qualité profonde et de profondeur qui est à l'intérieur de nous. Accéder à la qualité sève, c'est accéder à l'origine des choses, à ce qui est vraiment ensemencé en nous, au plus profond de nous, sans le corps émotionnel qui va toujours justifier l'autre, qui va toujours justifier qu'il doit se défendre, doit se prémunir, et que l'autre est distant de moi, séparé de moi. Et je ne trouve pas le calme. Ni le calme entre deux pensées, ni le calme lorsque je m'endors, ni le calme lorsque je me réveille. Je ne sens pas comment peuvent apparaître les pensées. Les pensées me définissent, et je pense que c'est ça, moi. Si je vous appelle, vous me dites votre prénom, qu'est-ce que c'est un prénom? Qu'est-ce que c'est? Oui, c'est quelques notes de musique, votre prénom. Les langues humaines sont quelques notes de musique. On apprend les langues en chantant. Quand on avait repéré la musique, après on a donné une signification à la langue. Quand on était petit, le rose, on ne savait pas ce que c'était, on le mélangeait avec le jaune, avec le vert. Puis au bout d'un moment, il a fallu répéter jusqu'à ce qu'on structure une image mentale du rose, du vert, et une image
frontale de mon prénom, de mon nom de famille. Et ceci me définit et je trouve ça tout à fait normal. En réalité, je vais essayer de vous choquer un petit peu. Vous avez un grand-père et une grand-mère qui s'appelle Bing Bang. De cet instant que l'on nomme Bing Bang, mais quand on vit dans la qualité de la sève, on est avant le Bing Bang. Hein, mais de cet instant, Bing Bang, apparaissent, on va simplifier les choses, hein, apparaissent des atomes, des particules, et ces atomes particules vont se transformer au fur et à mesure pour créer des atomes de plus en plus lourds, des éléments de plus en plus lourds, la matière, la vie, la terre, vous. Donc vous êtes toujours habité des premiers atomes, vous êtes toujours habité par l'esprit du Big Bang. Qui êtes-vous vraiment? Il y a un moment où vous allez sortir, quand vous êtes à l'essence de la découverte entre la pensée réfléchie, analytique, structurée et la pensée naissante, vous allez découvrir ce qui surgit immédiatement en vous. Vous sentez que vous êtes le Big Bang, les quelques atomes. Vous êtes présents partout, simultanément, dans toutes les directions. Et il n'y a que vous, quelles que soient les différentes formes, les différentes couleurs. Vous êtes la sève partout. La sève ne veut pas être autre chose qu'elle-même, quelles que soient ses manifestations. À ce moment-là, eh bien, on commence à découvrir ce que c'est que la paix. Parce que quand je ne sais pas que c'est mon origine, cette origine atomique, Big Bang et avant le Big Bang, lorsque je n'en fais pas l'expérience, je suis automatiquement en conflit parce que je vais défendre ma forme, je vais défendre mes idées, je vais défendre mes pensées, je vais défendre ma vision du monde, je vais défendre ma différence. Mais ceci est une illusion. Cette identification à la forme, au corps émotionnel, est une illusion. Et cette pensée ne vous amènera pas à la paix. Cette pensée n'est pas le chemin de l'existence pure. Cette pensée appellera toujours des conflits, des traumatismes. Elle appellera la répétition du connu. Est-il possible de ressentir le moment où je suis avant les pensées, identifié à mon corps émotionnel, hein, vous avez bien compris, c'est clair jusque-là, à partir du moment où je découvre à l'intérieur de moi que je peux avoir un autre rapport avec mes pensées qu'un combat permanent, qu'un conflit permanent, ou une fausse interprétation du monde. Comment je découvre tranquillement ne plus lutter, ne plus être en guerre contre les pensées? Eh bien, première astuce, je vous donne quelques... Vous allez les vivre. Ce ne sera qu'une information conceptuelle. Néanmoins, jouons comme ça à essayer de décrire un peu la nature des choses. Pour commencer à faire ami-ami avec les pensées, eh bien, je dois d'abord me rendre compte du moment que je pense. Je dois pouvoir lire mes pensées. Nous, on a souvent l'illusion, on pense à ça, puis on pense à ça, puis on pense à ça, on imagine, je ne sais pas si ça vous arrive encore, une petite contrariété. Que se passe-t-il dans notre esprit? On a un dialogue, deux personnes, dialogue.
Je parle avec moi-même. Je suis seul, mais néanmoins, il y a deux personnages qui vont commencer à s'agiter. Il y en a un qui va parler avec l'autre. Il y en a un qui va dire « Oh mon Dieu, c'est la catastrophe, je vais jamais y arriver, etc., etc. » Et en sourdine, il y en aura un autre qui va essayer de trouver des solutions pour que ça n'arrive pas ou pour augmenter le drame. Il y a une espèce de truc à l'intérieur de nous, comme ça, qui s'agite. Donc je ne lis pas mes pensées. Elles arrivent comme peut arriver une tempête de grêle. Ça fait beaucoup de bruit. Et je vais combattre contre tout ce bruit que je vais entendre dans ma tête. Comment je peux faire? Donc, ralentir le processus de la pensée, prendre conscience du moment où je pense, au moins, si je me dis « Ah, j'ai peur de ceci, j'ai peur de cela », au moins, hein, sinon c'est « j'ai peur de ceci, j'ai peur de ça », ah oui, mais je vais faire ceci, ah oui, il m'a dit ça, et puis je vais faire ci, et puis... Vous voyez, vous avez remarqué tous combien ce dialogue va très très vite quand on est contrarié, quand on a une peur, une inquiétude pour l'avenir. Vous avez remarqué comme ce dialogue va très très vite. On ne peut pas le ralentir. C'est clair pour tout le monde? Bien. La première astuce consiste donc à prendre son temps pour vraiment lire cette pensée. Alors que ce soit des pensées entre guillemets positives ou négatives, c'est le même principe. Tant qu'il n'y a pas la connaissance du processus pensant, tant que vous n'êtes pas la selle, c'est le même principe. Je vais prendre une pensée un peu commune. Alors, vous voyez, c'est comme si j'écris sur le tableau. Je dois prendre l'habitude. Je suis malheureux. Ça va très vite à l'intérieur de nous. Hein? Je suis malheureux, je dois faire ceci, je dois faire cela. Je vais prendre cette première pensée, puis je vais en prendre une autre, puis on va essayer de la décomposer. Je dois aller à Nice. Je dois aller à Nice, par exemple, la semaine prochaine. Quand vous dites « je dois aller à Nice »,« je dois aller à mon travail »,« je dois faire ceci »,« je dois m'occuper de mes enfants »,« j'ai des corvées à faire », vous voyez, il faut que vous preniez conscience que ce trajet-là, il y a un point A et il y a un point B, et ce trajet-là se fait à toute vitesse, instantanément. Je dois faire ceci, je dois faire cela. Que se passe-t-il pendant cela? Si je décompose un petit peu le processus, eh bien, je vais apprendre à me servir d'un élément, d'une référence. Quoi que vous disiez, c'est toujours je qui va faire l'expérience de aller à Nice. Je sera toujours je, suis malheureux, mais je est toujours là. Si je ne prends pas conscience de ça, je vais toujours être prisonnier d'un point A à un point B, et je vais utiliser ces pensées, elles vont aller à toute vitesse. Je ne vais pas avoir la conscience de ma conscience qui va être dans la connaissance d'un parcours. Quand vous allez de point A à point B, vous allez à Nice, ça va très vite. Je dois aller à Nice 3 secondes. Mais est-ce que vous faites l'expérience de ce que vous êtes en train de penser? Faire l'expérience de ce que vous êtes en train de penser, ça signifierait aller à Nice, à pied. Et voyager dans la pensée, comme si vous alliez à la découverte du territoire. Si vous n'allez pas à la découverte du territoire, vous utilisez la pensée « je vais à Nice », ça va très vite, et vous pensez que
c'est comme ça, je suis malheureux, je vais m'éveiller, je vais faire ceci, je vais faire cela. C'est des pensées, mais vous ne faites pas l'expérience des pensées. Vous ne faites pas l'expérience du trajet. Vous allez très vite d'un point A à un point B, mais vous n'avez rien appris, vous n'avez rien compris, et vous n'avez pas ressenti, vous n'avez pas vécu ce que vous avez pensé. Quand vous dites « je suis malheureux », si vous ne faites pas attention, ben vous ne faites pas l'expérience de ce que c'est que d'être malheureux. Vous allez dire « je suis malheureux », ah non, et puis c'est de la faute de l'autre, et puis baba, 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 baba. Vous ne faites pas l'expérience de votre pensée. Parce que malheureux, ça a un rappel avec des autres mémoires, des autres situations, et vous ne voulez plus revivre ça. Eh ben, il faut passer par là. Faire l'expérience de ce qui est dans chaque pensée. Une pensée, elle vous leurre sur la nature de l'instantanéité, des buts à obtenir, des pensées comme ça, elles arrivent à vous influencer. Je dois être éveillé. Et une pensée qui m'amuse beaucoup, c'est la pensée du fuyard. Vous connaissez le fuyard? C'est lui qui fuit. Hein, le fuyard. Bon, on peut le mettre au féminin aussi, si vous voulez. Alors, qu'est-ce que c'est la pensée du fuyard? C'est celui qui n'est jamais content d'être là, dans ce moment. Ce moment n'est pas intéressant. Là, dans ce cas-là, ce moment, dans un lien avec sa pensée. Hein, je suis malheureux. Mais il ne veut pas être là. Ou le fuyard qui est en retard, qui est dans l'activité, qui n'est jamais content de l'endroit où il est, comme son corps est, comme sa femme est, comme les difficultés sont, comme est sa santé, comme est son âge. Et le fuyard. Il ne vit pas l'instant présent, cet instant qui est irréductible à cette instantanéité d'être la self faisant l'expérience de ce qu'il pense, ou de ce qu'il ressent, ou de ses émotions, ou des actions accomplies. Il ne fait pas l'expérience de tout ça, il s'en fout. Il fuit. Alors, que fait le fuyard? Donc, celui qui vit pas l'instant présent, celui qui n'est pas bien, celui qui est malheureux, celui qui ne se sent pas en paix, celui qui fait des conflits, c'est un fuyard. Et l'hypothèse du fuyard, elle est très simple. Je dois fuir ce qui est immédiat. Ça ne me convient pas. Je dois trouver d'autres choses dans ma vie pour aller mieux, pour découvrir ce que c'est que d'être en paix. Vous sentez ce que c'est que le fuyard? Bien. Alors le fuyard, il a des hypothèses mentales, donc des stratégies, des tours de magie, des hypothèses pour s'inventer un futur. Donc, je ne veux pas vivre ce que j'ai. Alors, je vous taquine, hein, la pensée d'éveil. Plus tard, je serai éveillé. Ça paraît très, très logique. Hein. Plus tard, j'aurai de l'argent. Plus tard, je serai riche. Plus tard, j'aurai une copine. Plus tard, j'aurai un bon boulot. Bon, toujours plus tard. Donc, qu'est-ce qu'il fait en disant ça? Mais il ne prend pas conscience du plus tard. Il part à toute vitesse dans le futur. Alors, supposons que je suis dans le présent, et il se dit, j'irai mieux quand je serai là-bas. D'accord? Quand je suis arrivé, quand je serai riche, quand j'aurai une bonne santé, quand c'est... Ok, là, hein? Donc, le fuyard vers le futur. Ce qui l'intéresse, c'est pas le chemin qu'il parcourt en pensant à ça. Ce qui l'intéresse, c'est l'arrivée. A et B. Ce qui l'intéresse, c'est l'arrivée de l'autre côté. Que fait le fuyard? Il s'imagine que le futur existe, qu'un autre endroit existe, où il sera mieux que ce qu'il est. Mais que fait le fuyard pour s'imaginer aller dans le futur? Je suis pas là, je suis pas là, je suis pas là, je ne sers à rien, je connais rien, je ne peux pas apprendre, je ne peux pas me transformer, je ne peux pas me corriger. Puis il arrive ici, je suis dans le futur, qu'est-ce que j'ai appris? Rien. Parce que je n'ai pas appris à découvrir que même si je dis demain je dois aller à Nice, si je ne découvre pas ce trajet dans ma conscience, il ne va pas découvrir
Demain, je vais à Nice. Il va s'apercevoir de quoi? Est-ce qu'il est absent quand il dit demain? Est-ce qu'il peut aller plus vite que ce qu'il est? Demain, je vais aller à Nice. Est-ce que je vous a quitté en disant je vais aller à Nice? Quand vous dites je suis malheureux, mais vous êtes toujours je, faisant l'expérience de je. Après, vous pouvez vous habiller de aller à Nice, malheureux, bonne santé. Mais si vous ne faites pas l'expérience de je, se déroulant lui-même, étant l'ouvert lui-même dans l'instant présent, vous serez un fuyard du futur. Vous imaginerez toujours des choses possibles plus loin, dans un autre moment, dans un autre endroit, et cet investissement, vous lui donnerez tout le crédit, vous remettrez votre vie à ce fuyard. Il ne peut pas. Personne ne peut aller plus loin de lui-même d'une seconde. Vous ne pouvez pas aller plus loin que vous-même d'une seconde, d'un millimètre. Vous ne pouvez pas utiliser un autre temps que le temps de votre conscience. Que fait le fuyard du passé? Pourquoi je fuis l'instant présent? Pourquoi? Pour aller dans le connu. Comment? Pour aller dans le connu. Dans le connu du passé. Oui, parce que dans le passé, il y a du connu, et souvent, c'est du connu ou malheureux ou du connu heureux. Donc j'ai la nostalgie des choses qui se sont roulées dans mon passé, et donc j'y pense. Le côté nostalgique, j'ai été amoureux. J'ai été. Ça suppose que je ne suis plus. Toute tentative de fuir dans le passé, pareil, si je ne fais pas l'expérience de ma pensée en train d'explorer ma mémoire du passé, je vais donner à mon passé une certaine force, une certaine énergie, une certaine créativité, un lieu où je ne suis pas ici. Mais si vous allez dans le passé, vous êtes toujours ici. Si vous allez dans le futur, vous êtes toujours ici. Alors vous allez vous occuper quand de vous? Vous allez vous occuper quand? De quand? Allez vous occuper de jeu. Faisant l'expérience de jeu, étant la scène, se déroulant elle-même pour former sa vie, son corps, les autres, etc. Vous sentez ce que c'est que le fuyard? Hein, c'est clair? Bien. Donc le fuyard est quelqu'un qui doit courir très vite, ou devant, ou derrière. Alors, quel est le défi pour lui? Il faut au moins, si je veux fuir ce que je vis dans cet instant, il faut au moins que je fuis plus vite que la Terre qui tourne en ce moment. Il faut au moins que j'aille à 2000 km/h. Si je veux gagner une seconde sur la vitesse de rotation de la Terre, il faut que je... Mais comme j'habite au milieu des galaxies et que celle-ci tourne à 2,3 milliards km par seconde, donc il faut que j'aille plus vite que 2,3 milliards km par seconde. Et pareil dans le passé. Ça veut dire qu'il faut que j'aille plus vite que la vitesse de la lumière. Est-ce que j'en suis capable? Oui et non. Non, quand je le fais avec ma pensée de kilométrage, de vitesse, d'heure, d'histoire de l'évolution. Et oui, lorsque je découvre que je suis le Big Bang. Et avant le Big Bang. Et c'est la chose la plus naturelle qui soit. Et là, tout doucement, on va découvrir ce que c'est qu'un vrai calme. Un calme créateur. Un calme où tout vraiment est... C'est de la nouveauté créatrice. C'est de la nouveauté innovante. Et tout ce que je vais ressentir à ce moment-là, qui va pulser, les idées qui sortent comme ça de l'infiniment petit, de ce petit interstice entre le passé et le futur, de cet irréductible présent,
de cet irréversible présent, je vais ressentir dans cet infiniment petit ce que c'est que d'exister avant le temps de la pensée, avant le temps horloge. Je vais découvrir que je suis avant la notion d'espace. Je vais découvrir que je suis avant l'image que j'ai de moi. Et sur ces bases, je vais découvrir que c'est plus la peine de faire la guerre avec les uns et les autres. Et je vais sentir que les pensées qui surgissent, qui apparaissent, elles apparaissent du mystère de la vie, elles apparaissent et disparaissent. Elles apparaissent et disparaissent. C'est en apparaissant qu'elles disparaissent, mais elles ne restent pas. Ce qui reste tout le temps présent, c'est je. Et regardez bien, quand vous avez des conversations entre vous, alors, j'insiste un petit peu sur la notion de jeu. Jeu est une présence. C'est présent à l'intérieur de nous. Vous ne pouvez pas exister, rien ne peut exister s'il n'y a pas cette vie qui a donné le Big Bang, qui a permis la création de toutes ces planètes et toutes les choses qui existent. On sait même au niveau de l'ADN que l'on partage presque tout avec les animaux. Donc finalement, vous êtes le premier oiseau, le premier papillon, la première plante. Enfin, tout ce qui existe, c'est vous. Hein. Alors, vous pouvez penser contre vous que c'est pas vrai, mais ça, c'est une pensée. Vous pouvez mettre en place le temps, oui, mais moi j'étais là, oui, mais ça, c'est la feuille. Quand vous raisonnez comme ça, la feuille est déjà tombée. Votre pensée est caduque et vous continuez à vous accrocher sur la pensée morte, la feuille morte qui tombe. Comme un goéland qui vole, et puis il y a une chure comme ça qui descend, et vous, pour analyser ce qui se passe, pour être vivant, ressentir le mouvement du goéland, bah, vous descendez avec la chure, et puis vous l'analysez. Pendant toute sa durée. Bon, c'est pas exclu, hein, mais je me demande si c'est comme ça que vous allez remonter dans le goéland. Si vous avez trouvé l'esprit du goéland. Observons combien on peut être amusant. Dans le quotidien, lorsque vous vous adressez à quelqu'un et que vous avez une histoire à lui raconter, alors, donnez-moi un exemple. Je vais bien, j'ai mal, j'ai chaud, j'ai froid, il fait bon, il fait pas bon, etc., etc. À quoi portez-vous votre attention? Vous dites, je suis malheureux, je suis triste. Qu'est-ce qui vous intéresse? C'est triste? C'est malheureux? C'est colère? C'est pas je qui vous intéresse. Je vous en foutez complètement. La naissance de l'apparition de la pensée, celle qui vous définit dans votre sentiment intime de présence, celle qui vous fait plonger pour dormir le soir, c'est je qui vous emmène dans le jeu. C'est pas la pensée qui vous fait dormir, vous savez bien. C'est je qui vous attire profondément. Alors, revenons. Ça peut être elle aussi, elle m'énerve. Oui, elle m'énerve, mais qui c'est qui dit elle m'énerve? Mais si tu ne portes pas ton attention sur je, tu vas dire elle. Puis elle, tu vas aller la voir et tu vas taper dessus. Et tu continueras à faire la paix. Ce qui est important, c'est de voir dans l'instant, elle m'énerve, c'est je. C'est pas elle. C'est je ressens de l'énervement et je n'aime pas ressentir l'énervement. Et si j'aime pas ressentir l'énervement, je fais le lapsus, l'émerveillement. Oui. Et si je ne veux pas ressentir l'émerveillement d'être énervé, si
ça. Je vais être énervé d'être énervé. Et j'aime pas être énervé. Et si je ne le vois pas, si je dis pas je suis énervé, c'est plutôt seulement elle, je vais agir contre elle, je vais éventuellement aller à la porte, la voir le lendemain, etc., etc. Vous voyez, sans s'en rendre compte, comme ça on passe vers l'extériorité, en niant notre ressenti, en lui mettant une belle étiquette, c'est vous qui parliez d'étiquette, en mettant une belle étiquette, elle est énervante, elle énerve tout le monde, etc. Donc, en résumé, si j'essaye de simplifier quelque chose qui est très abstrait, je dois commencer tout doucement par lire au moins ce que je pense. C'est la seule possibilité, enfin c'est une, après il y a plein d'astuces pédagogiques, mais il y a un minimum d'honnêteté. Sinon, on va tout de suite, elle, il, t'as tort. Ils ont tort. Ils ne devraient pas faire ceci, ils ne devraient pas faire ça. Vous regrettez de penser ce que vous pensez. Mais si vous regrettez de penser ce que vous pensez en disant que c'est de la faute des autres, vous sentez que c'est le cercle infernal. Il n'y a pas de solution possible. Commencez à ralentir le processus de la pensée pour être conscient de la pensée que vous pensez et tout doucement vous allez vous découvrir qu'il y a des zones de... dans un premier temps, quand on n'a pas l'habitude, il y a des zones de résistance. Vous ne voudrez pas faire ça. Ça ne vous intéressera pas. Vous préférez penser que vous n'arriverez pas, que c'est trop difficile, mais ça c'est encore une pensée, plutôt que d'essayer de faire l'expérience. Donc on va monter sur une chose très très simple, là. On va mettre en place des résistances absolument incroyables pour ne pas vivre le sentiment d'être malheureux. Comment faire en pratique cette expérience-là? Oui, c'est ce que je suis en train de vous dire. Ouais. Hein? C'est comment je fais en pratique pour faire cette expérience-là. Eh bien, c'est je suis malheureux quand vous sentirez que vous êtes malheureux. Quand avant de vous endormir, vous sentez malheureux. Quand dans la bonne journée, vous vous sentez malheureux. C'est de lire ça et de rien penser d'autre que ça. Parce que si vous regrettez, si vous vous sentez coupable, si c'est de la faute des autres, tout devient compliqué. Donc comment je fais? Ça paraît très simple, mais c'est une véritable bataille de la joie. Hein, c'est une bataille de la joie, c'est la bataille de la paix qu'on mène. Hein. D'apprendre au moment où je vis certaines pensées désagréables, de les lire comme je disais comme ça. Bien sûr, il y a des techniques pour les anciens, il y a des techniques beaucoup plus affinées, suivant les circonstances, il y a les 5 acceptations, etc., etc. Il y a les techniques de la petite phrase qui vous permettent de descendre dans la sève de la fleur plutôt que dans la forme, plutôt que dans la feuille qui tombe. Trouvez que vous êtes un processus, un mouvement de paix, un mouvement de création, plutôt que d'être vous, en train de penser en vous, dans votre corps émotionnel, et de justifier toutes vos résistances. Donc, dans un premier temps, ralentir le processus de la pensée. Ensuite, je résume simplement, hein, vous rentrez dans votre corps, parce que si vous êtes attentif à « je suis malheureux », vous devez apprendre à le ressentir, ça, à le vivre. Je suis malheureux, c'est quand même pas rien. Ça fait des années que vous avez cette impression. Hein? Donc il sera très judicieux de faire l'expérience de ce que vous pensez. Je suis malheureux. Et vous verrez
qu'on devient de plus en plus subtil et amusé, vous verrez que ça fait des bobos dans le corps, à certains endroits du corps. Vous avez un thermomètre pour voir où vous en êtes avec vos pensées, c'est votre corps. Deuxième chose. Première, conscient des pensées mentales. Deuxième chose, le thermomètre pour voir si j'ai une bonne température au niveau de la paix, au niveau de la guerre, mon corps. Mon corps va être la référence de mes pensées. Si je suis fluide dans mes pensées, mon corps sera fluide. Si je pense sans arrêt contre moi et contre mon corps, eh bien ça va résister. On appelle ça les maladies psychosomatiques. Bien. Et là, vous allez tout doucement découvrir comment faire face à ce corps émotortionnel. Et vous allez commencer à voir qu'il n'y a pas que la conscience, au moins sur la strate mentale, conceptuelle de ce que je suis en train de me dire. Il n'y a pas que ça, c'est dans le corps. Et ensuite, quand vous aurez l'habitude de faire des jonctions avec le corps, vous allez sentir que vous allez moins penser, parce que plus vous serez dans le corps, moins vous allez penser automatiquement à toute vitesse. Vous allez trouver des espaces entre les pensées. Et en portant votre attention sur votre corps, vous allez découvrir des zones douloureuses. Et la vieille habitude de ne pas vouloir de douleur va faire que vous allez penser de nouveau ou avoir plus de mal dans votre corps. Et vous allez dire, je me casse de là, je préfère penser, je veux dormir. Non, le travail spirituel commence. Pour accéder à la source de vos pensées, il faut descendre dans les pensées, il faut descendre dans les sensations corporelles. Si je hurle, vous allez voir ce que va faire votre corps. S'il y a un serpent qui arrive dans la pièce, vous allez voir ce que va faire votre corps. Donc le corps va devenir une référence. Pas seulement une référence conceptuelle, de pouvoir être conscient des pensées que je pense, mais être conscient du ressenti de ce que mes pensées ombrageuses, obscures, provoquent sur mon corps. Et lorsque je vais découvrir ça dans mon corps, je vais découvrir pouf, pouf, pouf. Il y a des espaces entre les pensées, il y a des espaces entre les douleurs, il y a des espaces entre les souffrances. Et petit à petit, je vais découvrir ce que c'est que vivre en paix. Profondément en paix. Ce n'est pas un mot, la paix. Tout à l'heure, je vous dis, il faut réveiller la paix. Elle dort en vous. Ce n'est pas un mot. Ce n'est pas une convention sociale. Ce n'est pas seulement de ne pas se faire la guerre. C'est une activité de notre intelligence qui se plonge à l'intérieur d'elle-même et qui retrouve la source de toute chose. Elle trouve une créativité absolue. La créativité qu'il y a dans les atomes et qu'il y a avant les atomes. Sans concepts sociaux, religieux, etc. Et regardez que cette créativité, le Big Bang, ça fait des milliards de degrés de température, ça fait des catastrophes absolument incroyables, des explosions de nuages, de matière, pour fabriquer des atomes, pour fabriquer la vie. Est-ce que la vie est-elle cachée aussi là? Oui. Sauf si vous voulez être des non-violents. Pas de problème, vous voulez être non-violent. C'est une belle façon de faire la guerre. La non-violence, elle est naturelle lorsqu'on découvre la source de toutes les pensées. Autrement, elle sera une idée de plus, une idée angélique, ou une idée dramatique lorsque vous concentrez, vous n'y êtes pas, et puis que ce n'est pas le bon chemin. Bien, vous sentez petit à petit, alors que retenez-vous? Comment on accède à la paix?
Ralentir les pensées. Ralentir les pensées. Être moins conscient. Par exemple, ralentir ma pensée. Je dois faire l'expérience de ce que je pense. Si je ne fais pas l'expérience, je vais d'un point A à un point B, comme si je vais à Nice, et je ne fais pas l'expérience de ce que je vis. Ensuite, qu'est-ce que je fais comme petite astuce? Je rentre dans le corps et je ressens exactement l'énergie circuler et les douleurs. Vous voulez pas ressentir de douleur? Ok. Votre corps, pour guérir, il vous fait mal. Vous voulez pas que ça se passe comme ça? Et pourtant c'est comme ça. Vous donnez un coup pour enlever le bleu, ou si vous coupez voilà, le doigt, ça fait pas mal. Si. Et qu'est-ce qu'il fait le corps? Il répare, il guérit. À travers la douleur. Vous voulez pas souffrir? Parce que vous imaginez plein de pensées, ben vous continuez à souffrir. Vous n'apprenez pas. Il va falloir apprendre de ses souffrances, apprendre de ses douleurs, apprendre du corps comme il est, apprendre ce qui est naturel. Est-ce que ces fleurs pensent? Non. Est-ce que la Terre, elle pense psychologiquement comme vous? Non. Vous habitez dans un endroit, dans une planète, où rien ne pense, sauf les êtres humains. La nature ne pense pas. Rien ne pense. Vous avez la chance de penser pour admirer cet incroyable mystère d'être vivant et de pouvoir voir la sève qui se transforme en fleurs, en parfum et en couleur. Pourquoi êtes-vous sur la Terre? Je n'ai pas d'explication. Mais ce que je peux vous dire, c'est que j'aime être sur cette terre. J'aime ardemment, intensément être vivant et de voir tous ces miracles permanents partout. Découvrir ce silence intérieur, découvrir ce calme, comme lorsque vous dormez profondément et que vous sentez que vous dormez. Ou simplement le lendemain matin, un bon feeling, vous êtes reposé, vous n'êtes pas assailli par toutes les pensées, par tout ce que vous devez faire, qui défile à toute vitesse d'un point A à un point B. Je dois faire ça, je n'arriverai pas à ceci, j'en ai... Et en faisant comme ça, naturellement, la journée, vous essayez de faire un truc, puis après un autre, puis après un autre, puis après un autre, puis... L'innocence, la fraîcheur des enfants, redevenir simplement avoir des yeux qui sont en vacances. Et des oreilles qui entendent la musique de la vie, pas seulement des paroles, des langues, des français, d'italien, etc. La musique des paroles. Sur le chemin spirituel, le parfum de l'essence de notre existence est un voyage fabuleux. Mais pour ça, il faut apprendre aussi à être responsable de notre fraîcheur, de notre innocence. Et pas tout le temps critiquer spontanément, analyser, montrer vos savoirs, montrer vos inquiétudes, dévaloriser la vie, dévaloriser tous les humains. Se servir de l'apparition de la pensée. Et petit à petit, petite cloche,
fait de la musique, vous avez vu comment elle vous a aimanté. Eh bien, à l'intérieur de nous, le chemin spirituel, c'est un peu comme ça. Il y a un moment où on se sent aimanté de l'intérieur. Il y a comme une musique avant les paroles. C'est un endroit en soi-même où l'on ne se donne pas d'ordre. C'est un endroit où on ne va pas analyser, comparer ce que l'on ressent. On va s'émerveiller de ce que l'on ressent. C'est un endroit qui est aussi évident que quand on était tout petit, on avait envie de jouer avec les copains, avec les copines. C'est envie de jouer avec l'innocence. Et se sentir aimanté, non pas par les explications, les savoirs, les rapports, se sentir en fiançailles sans être un fuyard. Se ressentir vraiment amoureux, béni d'être en vie, absolument, c'est inouï la vie. C'est inouï d'avoir comme grand parole le Big Bang, toutes les particules, tous les atomes, et pouvoir goûter à cela à partir de la pensée pure, de la pensée qui apparaît, disparaît. Et c'est pas et à un moment, on va entendre ce qui ne s'explique pas, ce qui ne se commande pas, ce qui est naturel en nous. C'est que personne n'a jamais pensé, parce que on préfère s'aimer. Et c'est quand on ne sait plus s'aimer qu'on va commencer à chercher, comme des exilés, comme des migrants. On va chercher sa famille, on va chercher un toit, un asile. Un lieu de sécurité, de paix, mais il est toujours en vous, dans votre corps, au milieu du processus des pensées. C'est ainsi que la paix s'ensemence. Elle ne s'ensemence pas dans des ordres ou dans des batailles. Ce qui est inouï, c'est que ce soit en nous. C'est au centre de toute notre activité, de tous les atomes, de notre ADN, c'est au centre de tout. Alors, bien sûr, je vous ai fait un petit descriptif comme ça. Mais les mots ne servent à rien s'il n'y a pas une expérience derrière. C'est pour ça que j'ai l'immense plaisir de voir des amis qui viennent parler.
partager l'enseignement et qui vivent ces expériences. Dans l'enseignement, personne ne se fait persuader, manipuler, bricoler. On fait l'expérience. Chacun de nous faisons l'expérience. Et chacun d'entre nous scène un petit moment, une petite parcelle de paix dans le paradis en chantier. Et petit à petit, il y a une chanson, c'est aimer à en perdre la raison. Vous allez perdre la raison. Après, c'est aimer ne savoir que dire. Et du coup, vous aurez moins envie de vous opposer. La façon dont vous alliez vivre votre paix intérieure, votre calme, votre sérénité, cette joie profonde qui est première à toute réaction, ça va apparaître dans vos mots, dans vos intonations, une façon de voir, une façon de recevoir. C'est ça qui va se fleurir dans les relations humaines. C'est ça qui va faire la paix. Ce n'est pas les conflits, les ordres. Qui vont structurer cette qualité naturelle. C'est naturel. C'est la nature même de la vie, de votre vie. Si vous avez quelques questions, je vais essayer de les répondre. Alors. C'est l'esprit torsionnel. Ah, voilà. Pourquoi c'est torsionnel? C'est ça que je voudrais savoir. Hémotorsionnel. Oui. Tu préférais pas faire l'expérience plutôt que de savoir une définition? Ah si, je veux bien. Si, je veux bien faire l'expérience. Là, qu'est-ce que je suis en train de te dire? Garde le micro, si tu veux. Ouais, si. On va essayer d'aller vers le corps hémotorsionnel. Ok. Bon, là, qu'est-ce que je t'ai fait? Là, tu m'as fait... Enfin, je sais pas si c'est toi qui l'as fait, mais en tout cas, moi, j'ai posé mon... J'ai pris des notes depuis le début de ta conférence, et là, je l'ai posé, tu vois, pour revenir dans le corps. D'accord, bien. Quand je te dis, plutôt que de comprendre, préfères-tu pas faire l'expérience? Ça n'a pas bougé, ça n'a pas fait de vague chez toi? Tu t'es posé. T'as posé. Ouais. T'as eu aucune émotion particulière? Bah là, quand tu viens de le redire, j'ai senti de la joie, en fait. D'accord. D'une espèce d'excitation. D'excitation. Ouais. Hein? Ouais. Voilà. Parce que la joie, je suis en train de m'approcher de toi, tu vois. Pour essayer de te faire comprendre ce que c'est qu'un corps hémotorsionnel. Mais si tu as une compagne, Non. Des copains, des vrais amis qui te bousculent? Qui me soutiennent, qui me bousculent, je sais pas.
Et tu vas rester, tu vas aimer te faire soutenir comme un paralytique pendant combien de temps? Ça raconte quoi le corps émotionnel? Ça bouge dans le ventre. Voilà, très bien, très bien. Tu vois, c'est ça le corps. C'est ça le corps. C'est l'instant où ça travaille dans le corps. Et là, et c'est insupportable parce que ça fait très mal. Et puis, on va se sentir remis en cause dans ce qu'on pense, dans ce que l'on est. Mais ça, tu n'as pas besoin de moi, tu le fais systématiquement quand tu demandes de l'aide à tout le monde en te rendant victime de la vie. Les amis, c'est ceux qui te rentrent dedans, qui te disent « Hey, stop, laisse tomber tes béquilles, tes systèmes d'assistance, de soutien. Joue avec nous, prends des risques. » Fais l'amour. Comment c'est ton prénom? Lionel. Lionel. C'est Lyon qui a rigolé, non? C'est Lyon? Notre petit Lion. Tu commences à sentir ce que c'est qu'un corps émotionnel? Je pense que ça devrait être plus utile qu'une belle définition. Mais c'est important, tu vois, c'est très important de ressentir ces moments de résistance, ces moments de réaction dans le corps. Et là, tu l'as senti dans le corps, dans tes tripes, c'est très important. Et quand on le ressent dans son corps, dans ses tripes, c'est qu'on accepte d'être un tueur. Un tueur du corps émotionnel. Comment on va se plaindre? C'est bon? Ouais. Merci. Merci. Alors, une fois que tu as fait l'expérience, on peut dire quelques mots. J'ai utilisé ce mot parce que je le trouvais joli. C'est joli, hein, un corps émotionnel. Tu comprends que c'est vraiment un système mécanisé. C'est comme un GPS, tu sais, c'est GPS, tu veux une direction, il te l'indique, etc. Et comme le GPS, il ne reconnaît aucune route nouvelle, tout ce qui n'a pas été mis dans la carte. Tu as déjà fait l'expérience. Donc le corps émotionnel n'apprend rien de nouveau. Il a appris des trucs, il les répète. Et si on l'amène devant une nouvelle route, il te fait repartir une ancienne route. Donc le corps émotionnel n'apprend rien. Il n'est pas là, il est là pour protéger les vieux systèmes de référence à la survie, etc. C'est très bien. Il a eu sa place. Il a protégé la vie pendant un moment, comme avant que le papillon puisse s'envoler, il devient 8 fois, il subit 8 métamorphoses dans un cocon. Et le cocon, donc, il grossit, il mange à l'intérieur, il est toujours le même, il n'y a rien de changé. Puis, deuxième sortie, il fend sa coquille, il remange, il refait une coquille, il refait un cocon. Donc, le corps émotionnel le protège comme ça, vient un moment. Et puis, quand ce chenille devient papillon,
ce même corps, cette même vie, cette même personne, entre guillemets, bien, va utiliser une autre vie, un autre corps, tous des éléments nouveaux par rapport à ce qu'elle était, pour profiter d'un autre événement de la vie. Hein, l'événement de la vie, c'est de se sentir puissant mais modeste, humble mais déterminé, irréductible au présent. C'est-à-dire que tout ce qui n'est pas dans le présent, et si je me sers du passé pour me plaindre ou pour regretter, je le fais juste pour en faire l'expérience. Et après, une fois passé, une fois futur, juste pour continuer à apprendre, à rester irréductible, indestructible. Quand on est un atome, il n'y a rien qui... on ne peut pas le détruire. Le plus petit des particules, ça ne peut pas se détruire. On peut devenir aussi comme un neutrino, tu vois, il passe à travers tous les instants, nous sommes bombardés, la Terre entière, les galaxies, par les neutrinos qui traversent notre corps à des vitesses presque instantanées, depuis le fin fond de l'univers, comme on dit. Donc il y a quelque chose en nous qui, depuis la naissance de l'univers, est indestructible, sera toujours indestructible. Et parasité par des virus. Je comprends ce que tu veux dire, hein, mais ce qui est indestructible ne peut pas être parasité par des virus, sauf si toi tu le penses dans ta tête maintenant. Ce qui est indestructible est indestructible. C'est ce que nous sommes à l'intérieur de nous. Sinon, on va chercher des explications et nous voilà repartis dans le corps émotionnel. Je suis d'accord que la vie ruse, mais c'est la vie, c'est pas seulement le virus. La vie s'amuse. Ça devient un virus. Ou un vie français, ou un vie anglais, comme tu veux. Mais c'est la vie. C'est bien de voir ton sourire, tu vois. Pense là, on pense pas. Allez, tranquille, on n'essaie pas d'aller chercher notre pensée, ou quoi. Petit moment de silence, de tout. Il faut bien ressentir ce moment-là dans le corps. Le moment où tu as un sourire, quelque chose t'amuse. On devient comme des enfants, on fait des blagues plus ou moins. et à ce moment-là, on ressent ça dans le corps, tout de suite. Puis dans notre esprit. Qu'est-ce que ça fait dans tes émotions tout de suite? De t'amuser? Ça pétille. Ah, voilà. Et ça, très, très physiquement, on va ressentir dans le corps ces pétillements, ces petites particules d'énergie, comme si des milliards de neurones se donnaient la main à un moment et dansaient ensemble, sans chercher autre chose que la danse qu'ils sont en train de faire. Et ça, ce qui est extraordinaire dans la voie spirituelle, c'est d'en faire l'expérience dans le corps. Il ne faut pas que ça devienne une idée, un concept. Même les idées les plus intéressantes, elles ne donnent pas l'expérience.
Seule l'expérience permet de rendre les idées vivantes. Et concrètement, c'est dans notre corps que ça se passe. Alors, au début, ça fait drôle parce qu'on a un corps, on n'est pas trop habitué à certaines manifestations simples, humaines, heureuses, paisibles, stables, quelque chose qui soit aussi, un calme qui soit aussi solide que nos os. On a été conçu dans un corps. Oui, comme on est conçu dans le corps des atomes, et d'ailleurs nos atomes habitent toujours notre corps. Et notre corps n'est fait que d'atomes. Hein. Donc on est dans le corps des atomes. Et puis dans le corps avant le Big Bang qui a donné naissance aux atomes. Alors, ressens, on ne va pas chercher des idées. Hein, ressens. Je comprends, c'est intéressant. Après, tu peux faire des associations. Mais ressens que ça pétille. Et que ça peut devenir une activité. La paix d'or, est-ce que je vais la réveiller? Tout de suite. Chez qui ça pétille pas dans le corps, chez qui ça gazouille pas, chez qui ça frémit pas, chez qui... Là, vous pensez à beaucoup de choses en même temps? On ne sait pas. Juste on ressent cet instant, là, tranquille. On ressent sans penser. Comme les fleurs se ressentent existantes, sans penser. La Terre, elle existe sans penser. Les galaxies existent sans penser. Et pourtant, elles sont existantes. Et si elles existent, c'est qu'elles sont conscientes. Et par de conscience, consciente d'elles-mêmes. Et à un moment, vous découvrez que le monde existe sans votre pensée. Là, vous commencez à être en vacances. Toutes les hyper-responsabilités, toutes les culpabilités, tous les petits échecs, tous les il faut, tout le je dois. À ce moment-là, vous apprendrez à entrer en existence naturelle. Mais d'une vie bien plus intense que celle que me permettaient les pensées, uniquement les pensées émotionnelles. Une vie plus précise, plus sensible, et j'allais dire même une vie plus fragile, plus vulnérable. Une vie qui a un pied dans l'imprévisible et un pied dans le connu. Un pied dans l'inconnu et un pied dans le connu. Juste à la frange, comme ça, entre le passé et le futur, entre une pensée et une autre. Mais entre la découverte et une nouvelle découverte. Et les anciennes découvertes. Mais quelque chose qui s'élance vers la vie nouvelle. Vous voyez vraiment ce que c'est que la vie nouvelle. Vous ressentez que vous êtes la vie nouvelle. Et que vous n'êtes pas vieux, quel que soit votre âge. D'où l'expression vieux mais...
comme ça peut aller vite, hein. Vieux mais con. Alors, comment on dit finalement un vieux mais quoi? C'est vrai. Donc la paix n'est pas un mot, elle n'est pas un concept ni religieux, ni politique, ni quoi que ce soit, c'est une activité de la conscience. C'est une façon d'entrer à l'intérieur de vous dans ce que vous êtes déjà. C'est seulement... Voilà. Si vous abandonnez les prêts à penser, le rire aussi, hein, est une voie d'approche. Hein. J'ai inventé le rire pour me connaître et m'aimer. Il est con aussi, pas gêné. Comment? Le rire est con aussi, mais pas gêné. Bien. Quelle heure est-il? 2 minutes. Mais là aussi, quand vous inversez les valeurs du temps mental, les valeurs de l'identification de votre corps, c'est pas que vous n'avez plus de corps après, mais c'est encore plus extraordinaire d'habiter un corps et puis d'avoir un temps. La durée d'une vie, c'est extraordinaire. Mais c'est pas une vie, la durée de la vie, c'est pas une vie endurée. Hein, c'est une vie bénie, c'est une vie d'invention, c'est une vie absolument incroyable. Vous ressentez, vous voyez toutes les merveilles vraiment du monde, tout ce qui se met en place. Tout ce que fait l'univers pour que vous soyez seulement vous dans cette vie-là, vivant, là, tout de suite. Et chacun d'entre nous, personnellement. Mais si on apprend à se poser, parce que le monde va tellement vite, Mm-hmm. on est dans une accélération potentielle, justement. Oui. Là, vous allez très très vite dans une accélération exponentielle, tout de suite. Ah, oui. Oui, mais je voulais que vous preniez conscience de la pensée que vous pensiez plutôt que... Vous voyez, sinon vous dites, bah oui, mais le monde, bah, ça n'existe pas, le monde, il va trop vite, pas assez vite. Mais vous n'êtes jamais dehors. Vous êtes toujours à l'intérieur de notre esprit. Depuis le Big Bang, alors, ça fait une paire d'années quand même. Il y a quelque chose d'intemporel qui nous habite. Il y a quelque chose qui va bien plus loin que ce que peut mettre en place le monde. Il va vite, mais le monde, vous allez plus vite, vous allez moins vite, non? Vous allez bouger de votre chaise, non? Alors vous vous occupez de vos pensées ou vous vous occupez de votre corps? Parce que là, vous êtes occupé de vos pensées. Et là, vous êtes reparti dans un corps émotionnel. Même si c'est pour faire un trait d'humour, et pour avoir une réflexion où on prolonge, ben oui, la vie c'est comme ça, d'accord.
voir ce qui est amélioré, mais à partir du calme, à partir de quelque chose d'immuable, à partir de quelque chose qui fleure l'essence de la vie, pas à partir de nos peurs, pas à partir de nos projections qui sont devenues des objets. La paix, c'est vous, c'est moi, c'est toutes les choses qui existent. Elles sont la paix, elles n'ont pas d'autre émanation. La paix, la joie et la pure inventivité. Une puissance absolue. Bien. Merci de nous avoir invités à passer cette soirée.